Bonjour. Déjà, merci de nous avoir proposé d'intervenir pour pouvoir illustrer comment sur le territoire, justement, on traite la question des enjeux du changement climatique. Alors, bon, ça bug. Bon, c'est pas grave. Donc, le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, donc on travaille sur les thématiques climat-énergie depuis 20 ans à travers des axes qui ont été progressivement mis à jour au regard de l'actualité. Donc on a une charte de parc qui traite de manière transversale en fait les enjeux énergie-climat au regard des enjeux d'agriculture, de biodiversité, de paysage. Et on est engagé depuis 2013 dans l'animation d'un plan climat, alors à l'époque énergie territoriale, commun avec la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Donc c'est donc les deux territoires confondus, 43 communes sur le littoral audois, donc avec un certain nombre d'enjeux sur la question de la vulnérabilité au changement climatique. Et on a attaqué l'année dernière l'élaboration de notre deuxième plan climat, donc pour la période de 2019-2024. Donc on est sur un sujet qui est travaillé avec les élus et les acteurs du territoire depuis une dizaine d'années maintenant. Et du coup, moi, je considère qu'on a quand même un territoire qui est assez acculturé au sujet et à l'enjeu. Le fait de mutualiser notre plan climat avec deux entités, Parc naturel régional, Grand Narbonne, avec les compétences de l'un, les missions de l'autre, ça nous permet d'avoir un plan climat que l'on estime assez mature. Ceci dit, quand on nous pose la question justement de comment concrètement sur le territoire on prend en compte les résultats d'un rapport tel que le rapport du GIEC plus 1,5 degré ou comment on transpose les scénarios à la fois internationaux, nationaux et régionaux à l'échelle de notre entité territoriale. Alors on a fait l'exercice qui est le même que celui qu'a présenté Raphaël Viennot sur notre territoire. Alors, donc avec des trajectoires. Donc on a transposé, par exemple, sur la courbe rouge, la trajectoire que devrait suivre le territoire en matière de réduction des consommations d'énergie si on appliquait le scénario régional REPOS. On voit que le scénario volontaire que l'on a retenu dans le cadre du plan climat, donc c'est la courbe bleue, il y a une légère courbe vers le haut, en fait, qui répond au questionnement principal qui est d'être dans une trajectoire qui soit aussi crédible et réaliste du point de vue du portage politique local. Il s'est agi également de proposer des objectifs à horizon 2030 et 2050 et de les traduire concrètement. Là, je vous ai cité l'exemple de la rénovation. En matière de rénovation, pour nous, ça veut dire 34 000 logements à rénover partiellement à l'horizon 2030. Ce qui pose un certain nombre de questions sur la capacité à faire, la capacité des ménages en termes d'investissement, en termes de charges économiques, la capacité aussi du territoire à évaluer cette mise en œuvre, parce qu'aujourd'hui, alors on est aidé par l'Observatoire régional de l'énergie qui nous permet de mesurer l'effort accompli à l'échelle du territoire, mais quand on veut par exemple mesurer la dynamique de rénovation territoriale, ce sont des indicateurs que l'on doit remplir dans le cadre des suivis des plans climat, on n'a pas toujours la donnée. Donc comment, à partir d'une donnée et d'un objectif que l'on se fixe, on propose également de l'évaluer, de le suivre au fil de l'eau, de manière à ce qu'on soit crédible aussi par rapport à cet objectif que l'on se fixe. Alors, sur la Narbonnaise, l'objectif à horizon 2050, tel qu'il a été validé par les élus et tel qu'il est aujourd'hui en instruction au niveau des services de la région, c'est de devenir territoire à énergie positive, donc TEPOS, à horizon 2050, et atteindre donc l'autonomie électrique, en fait être un territoire à électricité positive à horizon 2030. Ce qui interroge en fait au regard de ce qu'on a entendu ce matin, sur le choix des ambitions que l'on peut proposer dans le cadre des plans climat à horizon 2050, parce qu'on est sur cette entrée énergie positive, autonomie énergétique, qui pose la question aussi de l'interconnexion et de l'interdépendance des territoires dans leur politique
énergétique et climatique. Nous, clairement, on est sur un territoire qui est traversé, alors ça marche pas comme je veux, qui est traversé par deux autoroutes, qui a également des industries grosses consommatrices d'énergie. Donc autant sur la trajectoire réduction des consommations d'énergie, on reste dans le faisceau de la stratégie régionale qui d'ailleurs avait aussi été déclinée par le département de l'Aude, ce qui nous a aidé à conduire cet exercice. Par contre, on voit que si on transpose la trajectoire que l'on devrait avoir sur le territoire pour pouvoir remplir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, on devrait être sur cette courbe. Les objectifs tels que l'on les ait fixés avec horizon 2050, réduction de 37% des émissions de gaz à effet de serre, montrent que l'on est au-dessus de cette courbe, en partie du fait de ce que je précisais tout à l'heure sur la question du poids des transports autoroutiers notamment et des industries. Donc ça pose quand même la question de comment on arrive, quand on zoome en poupée gigogne sur l'échelle du territoire, de la pertinence, de la façon dont on transpose des objectifs qui sont régionaux, nationaux et internationaux. Alors, sur notre stratégie énergétique, il y a également une courbe de développement des énergies renouvelables qui est à la fois structurante pour pouvoir échanger, dialoguer avec les acteurs du territoire sur ce qui paraît acceptable aussi en termes de trajectoire de développement. Pour nous, à l'horizon 2030, alors on parle beaucoup de l'horizon 2030 parce que c'est beaucoup plus palpable en termes de temporalité. C'est un objectif de multiplier par 1,8 la puissance installée par rapport à 2018. Ce qui se traduit par exemple pour l'éolien, une multiplication par 1,4 de l'éolien terrestre et une multiplication par 3 du solaire. Ce qui pose aussi la question de la compatibilité de ces objectifs, qui sont des objectifs également repris à une autre échelle dans le cadre de la PPE par exemple, de comment on concilie en fait cet objectif-là avec des objectifs de préservation de la biodiversité, du paysage et de développement de l'économie locale également. Alors, on a travaillé sur cette question-là en élaborant une charte pour accompagner le développement de l'éolien et du solaire donc, en Narbonnaise, qui a été validée par les élus du comité syndical et qui pose un certain nombre de principes. Et le fait d'avoir travaillé sur le volet quantitatif à travers notamment les projections et la trajectoire liée au plan climat, ça a aidé aussi à faire ce travail de spatialisation en termes de priorité, de secteurs prioritaires à équiper vis-à-vis de l'éolien, en termes de priorité également à donner au solaire. On a notamment travaillé sur un cadastre solaire qui montre qu'en termes de potentiel, finalement l'objectif que l'on se fixe pourrait complètement être rempli avec des équipements de toiture. Donc on a objectivé finalement avec un certain nombre de chiffres ces données-là. Donc ça, c'est sur la partie énergie renouvelable. C'est un gros enjeu de conciliation qui nous tient beaucoup à cœur par rapport à nos objectifs aussi de développement du territoire en tant que parc naturel régional. Et ça pose vraiment la question de la gestion intégrée des enjeux, alors qui se pose à d'autres échelles, on l'a entendu dans les autres interventions ce matin, et qui doit être traduite de manière opérationnelle quand on se retrouve à l'échelle du territoire. Là, ce qui aide à cette traduction-là, pour nous, c'est également le fait d'adosser ce travail-là à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale qui est porté par l'agglomération du Grand Narbonne et qui intègre le plan climat comme étant la composante climat-énergie du SCOT. Finalement, le même schéma que celui que présentait Raphaël Guénaud à l'échelle du STRADET, mais à l'échelle de l'EPCI en partenariat avec le parc. Alors, moi j'avais noté que le rapport du GIEC alertait particulièrement sur la nécessaire adaptation aux effets du changement climatique et mettait en exergue le rôle de la séquestration carbone, qui sont également deux volets que doivent traiter un plan climat-air-énergie territorial, en plus des volets liés à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et qui jusqu'à présent étaient quand même le pendant un peu faible des plans climat. Et ça repose vraiment la question de comment on élabore un plan climat
aujourd'hui sur tout ce qui est calcul des émissions de gaz à effet de serre, projection des réductions de consommation d'énergie, voire de production d'énergie renouvelable, les méthodologies sont assez robustes. Pour tout ce qui est lié au traitement du volet adaptation au changement climatique à l'échelle d'un plan climat, on n'a par exemple pas l'obligation de proposer des objectifs chiffrés, alors qu'il y a d'autres politiques sectorielles, y compris localement sur la question de la ressource en eau, qui proposent des objectifs chiffrés. Donc on a pris le parti d'intégrer, nous, dans le plan climat, ces objectifs qui sont chez nous plutôt pilotés par les collègues qui travaillent sur la ressource en eau ou qui travaillent dans des entités comme chez nous c'est le syndicat en fait qui travaille sur la gestion aussi des risques. Et ça pose du coup la question vraiment de ce plan climat aujourd'hui qui devient à l'échelle locale un outil intégrateur d'autres politiques sectorielles et dans lequel on veut tout faire rentrer. Voilà, j'ai essayé de faire cet exercice un peu de prise de recul parce qu'on est vraiment, nous, dans l'actualité de l'évaluation de notre plan climat. Et l'autorité environnementale, par exemple, nous demandait d'intégrer tout ce qui est lié à la santé, les maladies à vecteurs. À un moment donné, on est aussi confronté, nous, à nos limites en termes de champ de compétences et à la nécessité de peut-être aussi revoir finalement le profil même de porteurs de projets sur un plan climat où le plan climat finalement, il doit être intégré, les enjeux climatiques doivent être intégrés dans les autres missions qui sont portées sur l'agriculture, le tourisme, sur la biodiversité, pour arriver à intégrer en fait ces enjeux-là de manière transversale. Je voulais également faire un zoom sur l'enjeu séquestration carbone, parce qu'aujourd'hui, les méthodologies qui sont proposées dans le cadre de l'élaboration des plans climat, de manière opérationnelle, en termes d'actions concrètes à déployer sur le territoire, mettent surtout en avant la question de limiter l'artificialisation des sols. Et du coup, on met assez peu en avant tout ce qui est à la fois lié aux pratiques agricoles qui sont favorables à la séquestration carbone. Ces méthodes-là mettent également peu en avant les services rendus des zones humides, par exemple. On a un territoire qui a énormément de superficie de zones humides qui ont un rôle en termes de stockage carbone, qui ont un rôle aussi vis-à-vis de la gestion des risques et de l'atténuation du risque inondation-submersion. Voilà, c'est sur ces sujets-là aussi qu'il y a besoin de travailler encore plus au regard des enjeux climatiques, en tout cas nous sur notre territoire. Celle-ci, elle est un petit peu provocatrice peut-être aujourd'hui puisqu'on traite du rapport du GIEC, mais moi j'ai le sentiment que pour travailler sur ce sujet-là depuis 20 ans, que c'est vraiment le vécu local et encore plus récemment les épisodes d'incendie, les arrêtés de sécheresse, les interdictions avec les fermetures de massifs, les villes qui ont grillé cet été, les inondations en octobre l'année dernière dans l'Aude, qui ont créé vraiment une certaine prise de conscience et qui nécessite peut-être d'expliciter ces phénomènes avec l'aide de la communauté scientifique au regard des impacts à venir au niveau du changement climatique, plutôt que d'être sur des rapports qui descendent, complétés avec du vécu local et puis le mettre en exergue en fait ce qui est lié au phénomène de changement climatique pour que peut-être ça soit plus palpable et plus compréhensible de la part des populations. Et à travers ça, moi, je souhaitais vraiment zoomer la nécessité d'avoir une interface entre les territoires et la communauté scientifique qui soit plus forte, de manière à ce que nous aussi, sur le territoire, on soit plus robuste dans notre façon de parler de ces phénomènes-là. On a, nous, la question de l'élévation du niveau de la mer, qui est un sujet qui est très prégnant. On a un certain nombre de linéaires, de routes, de voies ferrées qui sont à moins d'1 mètre d'altitude. Donc on a engagé un programme sur la compréhension de ce phénomène d'élévation du niveau de la mer, comment ça va se passer, et puis comment on en parle avec les populations.
Alors comment ça va se passer? Comment on arrive à localiser une donnée? Souvent dans les rapports du GIEC, on a des données qui sont mondiales, qui sont internationales. Comment nous, sur notre côte, on arrive à la localiser, cette donnée, pour être beaucoup plus intelligible par rapport à cet enjeu? On a une résidence d'artistes sur le sujet en ce moment, et moi j'aime bien la phrase d'Enrique Ramirez, là, qui est un artiste qui travaille sur 3 ans sur le territoire, qui nous dit « La montée de la mer est invisible dans notre quotidien, alors comment comprendre ce qui ne semble pas réel? Comment voir l'invisible ?» Je trouve qu'on est vraiment au cœur de cet enjeu lié à l'élévation du niveau de la mer. Et puis, ça a été dit ce matin dans certains propos, comment on en parle sans pour autant finir dans une société complètement anxiogène, comment on arrive à avoir une communication engageante, positive sur ces sujets-là. Voilà, c'était les propos que j'avais envie de partager ce matin avec vous.